qu'en présence de l'effet de la gravitation. Donc, tout d'abord, comment ils sont débrouillés pour faire les expériences. Donc, c'est une démarche expérimentale. Ils ont utilisé mélange eau, air, d'abord. Et par après, ils ont, je vais vous parler de quelle manière, ils ont fait une extension de la méthode pour les appliquer à des données provenant des expériences effectuées avec de l'eau et la vapeur à très très haute pression, au-delà de 69 bars. Donc, tout d'abord, ils ont construit un canal horizontal cette fois-ci, avec une longueur assez importante. Une longueur assez importante, et ils ont placé le canal de telle manière que l'axe de l'écoulement était comme ça, tandis que la gravitation était orthogonale. Alors, dans ces conditions, on peut négliger, donc on peut dire que le gradient de perte de pression dû à la gravitation est égal à 0. Donc, absence d'effet gravitationnel. Certainement, on peut avoir un effet gravitationnel le long d'un canal, étant donné qu'il y a séparation des phases par, disons, l'effet de la gravitation sur la différence de densité ou de masse volumique entre la phase gazeuse et la phase liquide. Mais ils ont, en plus de ça, effectué des mesures de pression. Donc, ils ont connecté un système de mesure de la pression, donc mesuré cette fois-ci, un instrument, mais ils ont fait des branchements dans une distance delta Z très limitée, de telle manière que delta Z, où la mesure de la différence de pression est effectuée, est beaucoup plus petite que la longueur totale du canal. Donc, ils se sont dit, si l'étendue de la longueur qu'on utilise pour mesurer la différence de pression de l'écoulement qu'on va appliquer à l'intérieur de ce canal est suffisamment réduite, et en plus, si le canal étant placé horizontalement, on peut dire que ce qu'on obtient à partir d'ici, donc le delta P mesuré, doit être égal ou très proche de la différence de pression delta P due au frottement. Étant donné qu'il n'y a pas de perte de pression par accélération, parce que delta 7 est tellement faible que le gradient de perte de pression dû à l'accélération convective est très faible. Étant donné que le canal est placé horizontalement, l'effet de la gravitation peut être négligé, et donc ils ont dit, si on fait des expériences de ce type-là, on obtient à ce moment-là l'effet du frottement. Mais là, il se pose un problème. Le problème, c'est, oui, mais ici, nous avons mélange diphasique. Donc, pour des mélanges diphasiques, si j'utilise des mélanges diphasiques dans un canal, j'obtiens des mesures, mais je ne peux pas obtenir une corrélation quelconque qui soit valable pour tous les cas possibles. Donc, pour s'en sortir, ils ont à ce moment-là proposé de faire des expériences de la façon suivante. Donc, ils ont dit la mesure, c'est la mesure de la différence de pression causée par le frottement. Et donc, ils ont dit, OK, mélange signifie que nous avons un débit massique qui comporte un débit massique du gaz plus un débit massique du liquide. De telle sorte qu'ils ont dit, OK, si on fait des expériences maintenant, de telle sorte qu'on mesure la différence de pression, cette fois-ci,
du frottement, mais seulement pour la phase gazeuse. Donc, pour la phase gazeuse, gaz, mais en tenant compte seulement les débits massiques du gaz qui correspondent au débit massique utilisé dans les mélanges. Donc maintenant, on va prendre de l'air, on va injecter de l'air et on va reproduire autant des expériences qu'on nécessite pour couvrir la gamme de valeurs de débit massique total du mélange. Et en plus, on répète la même expérience, mais cette fois-ci, je prends les mesures de gradient dû au frottement en considérant qu'on utilise les débits massiques de liquide, ça veut dire ce sont les débits massiques qu'on applique pour l'écoulement du phasique. Donc on couvre tous les domaines. Mais là, il y a un petit hic là-dedans. Le petit hic provient du fait que quand j'injecte une seule phase, soit gaz liquide, donc je peux avoir au moins deux possibilités dans chaque cas. Il faut tenir compte que les débits massiques du gaz peuvent être suffisamment faibles dans les cas du mélange, de telle manière que la perte de pression par frottement correspond à un cas dont le débit est laminaire. Mais il y a des cas où le débit massique du mélange pour la phase gazeuse est tellement élevé que quand je l'introduis tout simplement dans les canaux de l'expérience, l'écoulement du gaz soit turbulent. Et de la même manière, on applique les conditions éventuelles qu'on peut trouver pour la phase liquide. Donc, j'utilise des débits massiques seulement du liquide qu'on introduit dans les cas du mélange, mais lui peut être laminaire, peut être turbulent. Donc, pour chaque condition, on se retrouve avec une panoplie de mesures effectuées pour la différence de pression, les gradients de pression dus au frottement pour la phase gazeuse et la phase liquide, qui vont par après être utilisés lors de l'expérience effectuée donc avec les mélanges diphasiques. Donc, on fait maintenant un delta P, delta Z, frottement, mais pour les deux phases, donc mélange. Ça veut dire en tenant compte ça, en tenant compte ça, en les mélangeant, et donc on obtient les pertes de pression diphasiques. Et maintenant, une chose intéressante, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. Donc ils ont dit, ok, étant donné que chacun de ces mesures tient compte du débit total qu'on introduit dans les mélanges pour obtenir ces valeurs-là expérimentales, il faut se poser la question maintenant, quel est le rapport entre les gradients de perte de pression pour chaque cas? Donc, d'abord, quel est le rapport entre les gradients de perte de pression? Toujours frottement. Et toujours expérimental. Cette fois-ci, on parle de gradient de perte de pression qu'on obtient pour un mélange qui a été formé en tenant compte les débits du gaz et les débits du liquide, n'est-ce pas, qu'on a utilisé pour faire les expériences en simple phase. Donc, deux phases, mélange, divisé cette fois-ci par les gradients de perte de pression qu'on obtient en frottement seulement pour la phase gazeuse. Donc, je prends une valeur de débit que j'utilisais ici, je le convertis en mélange en utilisant un débit que j'utilisais ici, et je fais le rapport. Et ce rapport donne un coefficient
une variable qui sont appelées phi gaz au carré. Pourquoi? Parce que c'est le rapport entre la valeur de la perte de pression par frottement diphasique par rapport à la perte de pression par frottement due au gaz utilisé dans les mélanges diphasiques. Donc, on fait encore une fois le rapport maintenant entre les gradients de perte de pression qu'on obtient par frottement. Maintenant, c'est diphasique, mais cette fois-ci, par rapport au gradient de perte de pression que j'obtiens par frottement, mais seulement pour la phase liquide. Et là, ils obtiennent une variable qu'ils ont appelée phi L pour liquide au carré. Donc, il faut maintenant trouver un paramètre, une variable appropriée qui puisse corréler les valeurs numériques qu'ils ont obtenues. Alors, ils ont trouvé assez intelligemment une variable de corrélation extrêmement importante en écoulement diphasique, très importante, et qui était capable de corréler de façon presque parfaite les données expérimentales. Donc, cette variable, on l'appelle qui au carré, et cette variable n'est pas autre chose que le rapport de perte de pression par frottement pour des écoulements monophasiques intervenant dans les mélanges diphasiques. Donc, on prend à ce moment-là la valeur de la perte de pression par frottement tout liquide et le gradient de perte de pression par frottement tout gaz. Alors, la question maintenant, c'est de trouver une fonction appropriée de cette nouvelle variable. Et là, ils ont dit, OK, étant donné qu'on peut utiliser Blasius pour calculer la perte de pression pour un écoulement monophasique, donc ils ont dit que la perte de pression, le gradient de perte de pression, pouvait être calculé comme étant 1 demi F0, le flux massique au carré divisé la masse volumique 1 sur D. Alors, si c'est les gaz, on calcule pour les gaz. Si c'est les liquides, on les calcule pour les liquides. Mais F0, c'est toujours fonction d'une équation qui est très similaire à celle que Blasius a proposée en 1913. Donc, une constante multipliée par le nombre de Reynolds qui s'applique pour chaque phase individuellement. De cette manière, on peut écrire Q carré. Donc, je remplace et j'obtiens que les coefficients, cette fonction qui va devenir les facteurs de corrélation de Locker-Martinelli, donc peut s'écrire comme étant donc 1 demi, F0, je l'écris comme étant une constante, fois le nombre de Reynolds, j'écris le nombre de Reynolds, maintenant c'est la phase liquide, donc ça va être la masse volumique de liquide, ok, je vais l'écrire directement comme étant les flux massiques du liquide, diviser la viscosité du liquide, fois le diamètre à la moins n, donc ça c'est mon F0 pour le liquide, fois la masse volumique du liquide au carré, diviser le flux massique du liquide au carré, diviser la masse volumique du liquide, 1 sur D. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les gradients de perte de pression exprimés en fonction de l'équation de Darcy en tenant compte les facteurs de frottement exprimés par une relation équivalente à la relation de Blasius. Et certainement, je dois diviser par 1 demi la même constante, mais cette fois-ci, c'est
les flux massiques du gaz, les diamètres, diviser la viscosité du gaz à la moins n, qui multiplie au flux massique du gaz au carré, diviser la masse volumique du gaz, multiplié par 1 sur D. Donc, il y a pas mal de facteurs qui vont disparaître ici. Et donc, ce qui va rester, c'est une relation entre les titres et les propriétés thermophysiques. Pourquoi les titres? Parce qu'on sait que les flux massiques du liquide, on peut l'exprimer comme étant 1 moins les titres multipliés par le flux massique total, et que les flux massiques de la phase gazeuse, on peut l'exprimer comme les titres fois le flux massique total. De telle manière que, en faisant ce changement des variables et en tenant compte l'algèbre qui s'ensuit, donc on obtient pour chi carré la relation qu'on appelle de Locar-Martinelli, qui est très utile et surprenant pour corréler des données en écoulement diphasique, données par cette relation, qui est une relation thermophysique, donc selon fonction du titre, et que je vous présente tout de suite. Ok? Donc, c'est un calcul algébrique très simple à effectuer. Il suffit de remplacer JL par ça dans l'équation en haut, de remplacer JG par cette expression en bas et de faire les manipulations algébriques et on arrive à cette équation-là. Maintenant, cette fonction, qui est la fonction de Locar-Martinelli, a été utilisée pour voir si il était capable de corréler les valeurs expérimentales. Et la grande, disons, surprise est la suivante. Donc, c'est incroyable de voir comment, quand on pense correctement à une expérience, donc les résultats sont tellement bons que par après, la corrélation entre les résultats et les paramètres de l'expérience sont presque, disons, assurés. Alors, ils ont à ce moment-là pris la racine carrée de phi carré pour chaque face et ils ont pris ici comme axe la racine carrée du paramètre chi carré. Donc, maintenant, donc, ils ont fait des expériences en faisant varier chi entre 0.01 et 100. Et ils ont observé que pour la phase gazeuse et la phase liquide, on obtient une famille de courbes comme ça. Donc la corrélation était très forte. Si on tient compte que ici, c'est phi pour la phase gazeuse, quand la phase liquide et la phase gazeuse étaient dans des conditions turbulantes. Ça, c'est les phi pour la phase gazeuse, quand la phase gazeuse était laminaire et la phase liquide turbulente. Et ici, c'est les phi pour la phase gazeuse, quand la phase gazeuse était laminaire et la phase liquide était laminaire. De ce côté-là, ils ont obtenu que les phi de liquide corrélaient en fonction de chi, racine carrée de chi au carré, quand la phase gazeuse et la phase liquide étaient turbulentes. Ici, c'est la fonction phi pour le liquide quand les gaz étaient laminaires et les liquides étaient turbulents, tandis qu'ici, on a phi pour les liquides, autant les gaz et les liquides laminaires. Donc, ils ont trouvé, dans quelque sorte, une expression assez importante qui est capable de corréler fortement les données expérimentales. Maintenant, ils ont dit, OK, mais quel est à ce moment-là le gradient de perte de pression pour un écoulement diphasique
Alors, quels sont les gradients de perte de pression par frottement, mais pour un écoulement diphasique? Alors, ils ont dit, pour un écoulement diphasique, il y a tellement d'agitation à l'intérieur de l'écoulement qu'il est très probable que les valeurs de phi qui ont été déterminées expérimentalement correspondent toujours au cas turbulent, gaz liquide turbulent. Donc, ils ont dit à ce moment-là, on va utiliser phi pour les liquides turbulent. Donc, autant les gaz que pour les liquides dans des conditions turbulentes. Et donc, on va prendre la valeur expérimentale, ça veut dire au carré, et à ce moment-là, on va multiplier par les gradients de perte de pression, et ça c'est important, les gradients de perte de pression pour un écoulement liquide seulement. Mais regardez que ce n'est pas L0, ici c'est pas L0 que nous on utilisait auparavant, ici en réalité, ce qu'on fait, c'est que c'est le phi L turbulent au carré qui multiplie à 1,5 F0, mais maintenant c'est le flux massique du liquide au carré divisé la masse volumique de liquide 1 sur D. Donc vous voyez que maintenant on utilise les flux massiques de la phase liquide, c'est pas les flux massiques du mélange, et donc c'est pas les mêmes types de calculs que nous avons fait auparavant. De manière telle que la question que se pose, on ne peut pas en principe utiliser les facteurs multiplicatifs phi L0 carré, parce que phi L0 carré est différent au phi L turbulent au carré trouvé expérimentalement. Et en plus, on sait que le gradient de perte de pression, tout liquide, n'est pas la même chose que le gradient de perte de pression pour un écoulement liquide équivalent. Donc, le gradient de perte de pression basé sur L n'est pas la même chose que ce que nous avons introduit auparavant. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut, disons, rendre tout ça, disons, cohérent? Alors, ce qu'on va faire, on va traduire d'abord la relation dans une relation appropriée qui fait valoir les gradients de perte de pression pour un écoulement tout liquide équivalent. Donc, premier pas qu'on doit faire. Donc, ça ne sera pas très difficile à faire, étant donné qu'on peut exprimer les flux massiques du liquide comme étant 1 moins le titre, le flux massique total. Et donc, à ce moment-là, on peut écrire que les gradients de perte de pression par frottement, donc dans ce cas, c'est un écoulement diphasique, sera égal, et on va l'écrire comme étant la fonction de Lockar-Martinelli phi L turbulent au carré, mais multiplié par, maintenant, 1 moins les titres, 1 moins les titres, à la moins 2n, qui multiplie au gradient de perte de pression L0. Alors, d'où vient ce terme-là? Il provient du fait que dans cette équation, F0 est égal à une constante fois le nombre de Reynolds en fonction du diamètre. Et donc, on peut l'écrire comme étant la constante. Et maintenant, je peux l'écrire comme étant JL divisé mu L à la moins n, divisé à la moins n. Mais cette fois-ci, j'ai introduit ici c'est 1 moins x qui sort dehors à la moins n, et à l'intérieur, il me reste le flux massique total divisé mu L, et j'ai oublié ici le diamètre D. Donc, et maintenant, d'où provient cette moins 2?
il provient du fait que ici j'ai un carré pour le flux massique du liquide et donc j'ai un moins 2n qui va apparaître directement. Donc maintenant j'ai ce terme-là qui selon notre définition initiale devrait correspondre à notre phi L0 carré qu'on a cherché depuis le début. Donc, on a maintenant une équation qui nous permet de faire la connexion entre phi L0 carré et la valeur expérimentale de Locard-Martinelli-Martinelli-Nelson qui sera donnée par 1 moins les titres à la moins 2n fois les phi L turbulent au carré. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment passer de un à l'autre. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas non plus comment les corréler avec la valeur de qui. Donc, Locard-Martinelli, ils ont, disons, introduit une condition très intéressante. Et donc, la condition intéressante qu'ils ont introduite, c'est la suivante. Ils ont dit, OK, quelle est la valeur de qui? La valeur de qui, c'est la racine carrée. Donc, parce que c'est la racine carrée que, disons, on exprime, du rapport des propriétés thermophysiques, donc la masse volumique de la phase gazeuse divisée la masse volumique de la phase liquide, qui multiplie au rapport de la viscosité du liquide divisée la viscosité du gaz à la n, et qui multiplie à 1 moins x divisé les titres à la 2 moins n. Donc, la question maintenant, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui arrive? Comment je passe de titre à qui? Et donc, ils ont supposé que si on fait une expérience et que ce facteur est un facteur qui a une forte corrélation, qui permet d'avoir une forte corrélation avec les valeurs expérimentales, donc il doit être valable dans toutes les conditions de pression et de température. Donc ils ont dit, si on suppose un fluide, donc les conditions sont telles qu'on peut arriver aux conditions de pression critique et aux conditions de l'isotherme de température critique. Donc, qu'on arrive à l'état critique du fluide, alors on voit que les volumes massiques de la phase liquide et les volumes massiques de la phase gazeuse, à mesure qu'on arrive à l'état critique, et bien quand on arrive à l'état critique, les volumes massiques, donc les masses volumiques, sont confondus. Donc, ça veut dire qu'à l'état critique, le volume massique du liquide devient égal au volume massique du gaz. Donc, on ne peut pas différencier l'état du gaz avec l'état du liquide. Et la même chose pour la viscosité. Donc, la viscosité du gaz devient confondue avec la viscosité du liquide. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une relation directe entre qui et les titres. Donc, qui devient à ce moment-là 1 moins x divisé les titres, tout ça à la 2 moins n divisé 2. N'oublie pas que n correspond à l'exposant de l'équation qu'on utilise pour F0, donc normalement c'est moins 1 quart, 0,25. Donc à partir de là, on obtient maintenant une expression de titre en fonction de facteur de la fonction de Locard-Martinelli, et donc on peut écrire comme étant 1 divisé par 1 plus la fonction de Locard-Martinelli à la puissance 2 divisé 2 moins n. Et donc, maintenant qu'on a fait tout ce parcours semi-analytique, disons, parce qu'on est parti de l'expérience, donc il suffit maintenant de remplacer dans cette équation les titres en fonction de qui,
Et donc, nous avons une expression maintenant pour phi L0 carré. Et donc, à ce moment-là, on obtient que dans cette équation, donc, et simplement, c'est une question d'algèbre qui n'est pas compliquée, c'est très simple. Donc, on remplace une équation dans une autre. Donc, on obtient que phi L turbulent peut s'exprimer de manière approximative, étant donné qu'il y a des expériences qui ont été effectuées avec de l'eau et de l'air, il y a des expériences qui ont été effectuées avec de l'eau et la vapeur à haute pression. Donc, on peut l'exprimer après changement des variables à partir de ce que nous avons fait comme étant qui de 2 moins n divisé par qui de 2 moins n 2 moins n divisé 2. Donc, en ayant ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de faire l'intégrale numérique. Donc, on a toutes les données de ça en fonction de qui, et donc on peut faire une intégrale numérique basée sur les données expérimentales, l'ensemble des données expérimentales, et obtenir à ce moment-là l'intégrale que nous cherchons. Ça veut dire l'intégrale de 1 sur les types de sortie entre 0 et les types de sortie de phi L0 carré de x. Donc cette intégrale, on peut l'effectuer à partir de la définition de phi L0 carré donnée par cette équation en exprimant les titres en fonction de la fonction de Lockar-Martinelli, en supposant qu'elle est valable de cette manière dans des conditions de pression et température critique, donc à l'état critique de l'eau et la vapeur, et donc ça doit être valable partout. Et donc ils ont fait cette expérience numérique, et donc ils ont obtenu les résultats de manière graphique. Que je peux représenter de manière très approximative de la manière suivante. Donc, on prend la pression exprimée en bar. Donc, on a la pression critique, donc 221 bars. Et à ce moment-là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale entre 0 et le titre de sortie de la fonction que nous avons besoin. Et donc, en prenant les valeurs expérimentales, ils ont obtenu une série de courbes pour différentes pressions selon les types de sortie. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on calcule la perte de pression, la différence de pression due au frottement pour un écoulement diphasique? Donc, comment est-ce qu'on calcule le delta P frottement diphasique? Eh bien, on va les calculer comme étant le delta P qu'on obtient pour l'écoulement monophasique équivalent multiplié par cette intégrale, ça veut dire 1 sur le titre de sortie, intégrale entre 0 et le titre de sortie, de phi L0 carré fois dx. Et comment est-ce qu'on trouve cette intégrale? Eh bien, on suppose que les conditions de pression de l'écoulement sont beaucoup plus grandes que la perte de pression qu'on peut estimer. Et à ce moment-là, on prend souvent la pression à la sortie. Après avoir fait un calcul de type de sortie à partir d'un bilan d'énergie comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure, et on obtient, en fonction de type de sortie et impression donnée, la valeur de cette intégrale qu'on insère dans cette équation et on obtient à ce moment-là
la perte de pression par frottement diphasique. Donc, vous voyez que maintenant, tout cet ensemble de conditions semi-analytiques vont nous permettre de calculer autant la perte de pression associée à l'accélération convective que la perte de pression associée au frottement diphasique à partir de méthodes semi-analytiques. Et donc, ça c'est un des problèmes qui a été suggéré comme devoir et que vous devrez être capable de manipuler convenablement lors d'un examen. Et donc, c'est aussi la façon de faire un calcul élémentaire et rapide pour vérifier si votre logiciel que vous devrez fournir dans votre projet produit des valeurs numériques appropriées. Donc ça, c'est pas la seule manière d'effectuer des calculs. Il y a bien d'autres façons de calculer la perte de pression associée au frottement diphasique, notamment en utilisant les corrélations, comme c'est le cas proposé dans les projets, donc avec la corrélation que je vous ai suggérée dans les documents. De manière que ceci ferme le chapitre de perte de pression, et donc il reste maintenant la partie concernant l'écart de vitesse, les modèles d'écart de vitesse, et certainement si on a le temps, les phénomènes d'évolution qui est très intéressant parce que c'est un modèle purement physique. Et donc, je veux m'arranger pour vous fournir à ce moment-là une présentation similaire pour ces deux sujets.